Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je dois vous dire que nous sommes ravis, enfin, l'ensemble des collaborateurs de Pans en Part, de vous accueillir après ces 3 ans d'éclipse. Donc nous espérons que vous, vos familles ont traversé cette période de confinement sans trop de difficultés. Alors la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici à l'Amérique latine, c'était en 2019. Alors, nous étions B Capital. Vous vous rappelez que depuis, B Capital a absorbé sa filiale Pans en Part Société de Bourse et a choisi de prendre le nom de sa filiale comme dénomination sociale. Donc depuis 2009, nous sommes Pans en Part. Je voudrais partager avec vous le prix que nous venons de nous voir attribuer aujourd'hui par Euronext. Nous venons de gagner le prix de la meilleure IPO, la meilleure introduction en bourse de l'année 2021 avec HRS. L'année dernière, nous avons réalisé 8 introductions en bourse. Pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, vous saviez qu'avant d'intégrer la filiale Pans en Part, nous n'avions pas cette activité d'animation du marché primaire, surtout les IPO de taille moyenne et de petite taille. Donc l'année dernière, nous en avons réalisé 8. Et sur les 8 dernières années, nous avons eu 6 fois le prix d'Euronext pour la meilleure IPO d'année. Alors, nous aurons l'occasion, si vous voulez, après la présentation, de revenir en détail sur cette activité. Pour ce soir, nous avons demandé à François Monnier, que vous connaissez probablement, qui est le directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com, d'animer notre table ronde. Et puis je voudrais aussi vous présenter, il y a des personnes que vous connaissez, mais je voudrais vous présenter Edmund Shing, que vous ne connaissez probablement pas, qui est le responsable directeur des investissements de Wealth Management et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir pour aussi participer à cette table ronde. Donc François, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de pouvoir échanger avec vous autour de cette table ronde. Notre objectif ce soir est assez simple. Ça consiste à vous donner des clés, des pistes d'investissement pour construire votre portefeuille dans un contexte, qu'on va dire, un peu plus risqué que l'an dernier. Mais si vous êtes là, j'imagine que, comme moi, vous êtes des fervents adeptes du marché des actions et que ça fait partie de vos placements préférés. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Vous estimez qu'on peut gagner combien sur le marché des actions si on regarde un petit peu la performance des actions à la Bourse de Paris depuis 1981, depuis l'élection de François Mitterrand, 1981, 2021, 40 ans. Pour vous, quelle est la performance moyenne de la Bourse de Paris? Le CAC 40 n'existait pas encore, puisqu'il est arrivé en 1987. Plus 6%, c'est davantage. 6, 7, 40 par an? Non. Là, un peu gourmand. Performance, donc on parle de TRI. C'est performance action plus dividende, bien sûr. Une autre, 10%. C'est pas très loin. 12. Vous approchez. 15. Pas loin, pas loin. On frôle les 15%. C'est plus 14,7%. Et aucun placement ne parvient à dégager un gain aussi important. Si on regarde le logement parisien, parce que la plupart d'entre vous, je pense, habiter Paris ou l'Île-de-France, eh bien, quand on regarde l'étude de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, eh bien, les logements à Paris, lorsqu'on regarde le prix de l'immobilier parisien plus la location, si jamais vous le mettez en location, c'est un placement, eh bien, on arrive à un gain de 10,6%, plus 14,7% pour les actions, plus 10,6% pour le logement à Paris avec la location, on parle de TRI, et SCPI, on a 8,7%. L'assurance vie en euros qui, pour la plupart des Français, mais je n'imagine pas pour vous, était le placement préféré, eh bien, on arrive à seulement 6,7%. Si je continue ma petite liste, l'assurance vie en euros, le livret A, plus 4,1%, l'or, plus 3,7%, et l'inflation, on va en reparler tout à l'heure, mais l'inflation sur les 40 dernières années, en moyenne, c'est 2,5% par an. Donc oui, on peut dire que déjà que les actions, ça couvre l'inflation. Mais comme vous le savez, là on parle de performance, il y a un hic sur le marché des actions, c'est la volatilité.
Donc il faut appréhender ce risque-là, et c'est un des objectifs de cette table ronde. Et pour vous donner des pistes concrètes d'investissement, bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir Edmund Ching, directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Et Edmund, bonsoir, vous allez nous dresser dans quelques instants un peu le diagnostic médical de l'économie mondiale. Donc c'est une grande ambition. J'accueille également Luciana Duprat. Bonsoir. Vous êtes responsable conseil et gestion de fortune et experte en ESG, l'ESG qui prend une place de plus en plus importante dans les placements. Et enfin, Bertrand Lamiel. Bonsoir Bertrand. Vous êtes le directeur de la gestion sous mandat. Je vais commencer avec vous, Edmund, parce que là où il y a un grand sujet, c'est le risque de récession. On entend beaucoup parler de ralentissement, en tout cas de risque de ralentissement économique pour deux grandes raisons. La première, c'est la guerre en Ukraine. Et puis, c'est Chine qui confine parce qu'ils ont du mal à lutter contre le Covid. Et donc, il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Alors vous, Edmund, quel regard portez-vous sur la croissance économique ? On a eu une très belle croissance en 2021. Ça a bien sûr favorisé les actions. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, est-ce que la croissance reste robuste ? Parce qu'on a quand même quelques indicateurs qui montrent qu'il y a des signes de ralentissement. Mais bien sûr, il y a un ralentissement de la croissance économique partout dans le monde en ce moment qui va durer en 2022 et encore en 2023. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut quand même noter le fait qu'en 2020, effectivement, après le mois de mars, et aussi en 2021, on a quand même observé une croissance phénoménale dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, à un moment donné, on quand même attendait toujours un ralentissement de la croissance économique. Sûr et certain, et ça se voit. Mais la vraie question, c'est tout simplement, est-ce que nous prévoyons dans les prochains 12 mois une récession économique aux États-Unis, en Europe et peut-être aussi en Chine? Et pour l'instant, la réponse est non. Oui, ralentissement, évidemment, avec le coût énergétique qui pèse lourd sur les économies, surtout en Europe. Mais cela dit, le point de départ est quand même bien. On a quand même des bilans solides de la part, et bien sûr, des entreprises, mais aussi des ménages en Europe et aux États-Unis. Deuxième chose, le taux d'emploi reste au plus que quasiment jamais en Europe et aux États-Unis. Donc, tout le monde, effectivement, tout le monde qui veut un travail aujourd'hui a un travail aujourd'hui, surtout en France, mais c'est vrai quasiment partout. Donc, le point de départ économique est très, très sain. Donc, ralentissement, oui, mais on espère récession, non, sauf que si les coûts énergétiques remontent encore plus dans les prochains mois, qu'on ne prévoit pas pour l'instant. Luciana, Bertrand, on sait que la bourse, en tout cas les entreprises, elles aiment afficher des chiffres de croissance, des niveaux de croissance en progression. Lorsqu'on est dans un contexte de ralentissement, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont un peu, j'ai envie de dire, ou des secteurs qui sont acycliques pour justement se protéger d'un ralentissement qui peut être léger ou un peu sévère, mais pas de récession, je retiens. Donc, dans un contexte de décroissance ou de ralentissement, quel secteur pourrait éventuellement nous protéger dans notre portefeuille ? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Alors, protéger, non, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, François, on est sur les actions et il faut accepter la volatilité. Maintenant, dans ce marché-là, on a des secteurs défensifs qu'on considère défensifs, qui offrent de la visibilité et qui offrent du rendement. Alors, en premier, c'est le secteur de la santé. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis en avant une valeur danoise qui s'appelle Novo Nordisk. Alors, je ne sais pas si les graphes fonctionnent, mais on a un graphe sur Novo Nordisk. Juste pour vous dire, donc c'est un leader dans tout ce qui est diabète, obésité. Ils ont publié d'excellents résultats. Pour donner un ordre de grandeur, sur le premier trimestre, les traitements pour lutter contre l'obésité connaissaient une croissance de 107%. Donc malheureusement, c'est des tendances lourdes. Ils ont confirmé en 2022 aussi leur croissance de résultats d'exploitation entre 9 et 13%. Donc voilà, on a une valeur avec des fondamentaux solides et un management qui est confiant sur 2022. On a aussi dans le secteur de la santé une valeur plus connue, c'est Sanofi, valeur française,
Là aussi, on a un petit graphe sur Sanofi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur Sanofi? C'est qu'avec l'arrivée de Paul Hudson, ils ont réorienté vraiment le groupe. Ils ont un programme très ambitieux qui commence à porter ses fruits. On a une bonne diversification en termes d'actifs, c'est-à-dire médecine de spécialité et médecine généraliste. Donc voilà, ce sont des exemples de sociétés dans le secteur de la santé que nous estimons vraiment intéressants. Deuxième secteur, c'est le secteur des télécoms. Alors, ce n'est pas un gros secteur, mais c'est un secteur intéressant en ce moment parce que ça offre de la visibilité financière. Alors nous, on a mis en avant la valeur Télé2, valeur suédoise. Ce n'est pas un cas d'investissement très sexy, mais voilà, 80% du chiffre d'affaires est réalisé en Suède. Donc on considère la Suède comme un pays mature, en tout cas sur le segment télécom, c'est-à-dire que la concurrence n'est pas trop féroce, donc ça permet aux opérateurs télécoms de faire passer des hausses de prix quand ils le peuvent. Et il y a un deuxième point intéressant dans Télé2, c'est le relais de croissance sur les pays baltes, où ça offre une croissance des revenus des ménages de 10%. Donc voilà, deux secteurs pour illustrer que malgré le pessimisme ambiant qu'on a un peu sur les marchés, il y a des secteurs qui ont vent en poupe. On en verra d'autres. Très bien, merci. Edmund, donc on va lister un petit peu tous les risques, mais là vous êtes déjà rassuré sur le fait que pas de risque de récession cette année, voire l'année prochaine. Le deuxième risque, bien sûr, c'est l'inflation. L'inflation, on a eu beaucoup d'économistes, je sais que vous êtes économiste, mais donc je ne veux pas trop critiquer les économistes, mais ils nous expliquaient, notamment les économistes de la banque, de la centrale, la BCE et la Fed, qu'il n'y aurait pas d'inflation, en tout cas de façon durable. C'était le scénario en 2021, et puis on voit que finalement, cette inflation, elle semble s'installer, et on a même une course pour augmenter les taux d'intérêt et retirer des liquidités sur le marché. Donc vous, quel est votre scénario aujourd'hui sur le niveau d'inflation? Est-ce que ça peut se corriger tout doucement avec un peu de ralentissement économique, ou c'est beaucoup plus grave? Ça dépend. On ne connaît pas la réponse pour l'instant parce que ça dépend du conflit en Ukraine. Moi, je n'ai pas le boule cristal, donc je peux pas te dire ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais ce qui est quand même important pour nous, pour le taux d'inflation, pour les ménages, partout en Europe et aux États-Unis, c'est quand même les coûts énergétiques. Le coût du pétrole, gaz naturel et bien sûr aussi de l'électricité. Et pour l'instant, les coûts énergétiques pèsent lourd et sur le taux d'inflation et aussi sur la consommation de la part des ménages et des entreprises. Donc pour moi, ce qui est évident en termes d'investissement, c'est que bien sûr, le taux d'inflation est très élevé aujourd'hui, après quand même 40 ans de baisse du taux d'inflation. Là, c'est fini. On passe d'une ère à une nouvelle ère. Le nouvelle ère, c'est qu'un taux d'inflation qui peut-être va rester au-dessus de 2% pendant une longue période de temps. Donc on n'a pas vu ça depuis des années. Ça veut dire que les banquiers centraux ne vont pas tenir leur objectif qui est de dire on limite l'inflation à 2%? Oui, parce qu'effectivement, si on prend comme exemple la BCE. La BCE, aujourd'hui, en Europe, ne maîtrise absolument pas ni les coûts énergétiques, ni les coûts alimentaires, qui sont les deux sources les plus importantes de l'inflation aujourd'hui en Europe. Donc oui, on peut augmenter le taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le prix du pétrole va baisser? Est-ce que les prix alimentaires vont baisser? Mais évidemment, la réponse est non. Donc la BCE, ils vont essayer de faire baisser la demande. Mais franchement, on s'arrête de rouler dans nos voitures? Non. Même si le taux d'intérêt est à 1% ou 2%, ça ne change rien. Est-ce qu'on va manger moins de viande? Est-ce que les Français vont manger moins de bœuf demain à cause du taux d'intérêt? Évidemment que non. Non, mais c'est impossible en France. J'ai bien compris. Je vis en France depuis 20 ans et c'est quand même impossible pour les Français de manger moins de bœuf. Eh ben, ça, c'est évident. Un côte de bœuf, c'est quand même c'est une culture sacrée en France. Donc là, pour le coup, je pense que la BCE va augmenter les taux. Mais est-ce que ça va baisser le taux d'inflation? Peut-être un peu, oui, à terme. Mais à court terme, non. Donc, inflation élevée de façon, on va dire, durable. Et dans ce contexte-là, Bertrand, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont ce qu'on appelle du pricing power?
J'ai envie de dire, il y en avait beaucoup en 2021 parce qu'on avait des volumes qui progressaient. Mais lorsqu'il y a moins de volume, on sait que c'est plus difficile de passer des hausses de prix. Alors, est-ce qu'il reste des vraies valeurs? C'est là, peut-être en 2022, qu'on va découvrir les vraies valeurs pricing power. Alors effectivement, là, on va aller regarder du côté de l'industrie avec les sociétés qui consomment des matières premières pour les transformer et les vendre en produits finis ou semi-finis. Mais auparavant, il ne faudrait pas louper quand même le secteur phare de l'année, enfin, secteur avec un S, c'est-à-dire tout ce qui est pétrole, matières premières, énergie. Voilà, s'il y a des investissements qui fonctionnent bien en ce moment et qui n'ont pas fini de bien fonctionner, c'est bien ces secteurs-là. Au niveau des publications des entreprises, ils ont sorti des résultats excellents et ils ont même dépassé largement les attentes. Et aujourd'hui, quand on regarde les perspectives de croissance des bénéfices par action des actions européennes et des actions américaines, si on enlève le secteur matières premières, pétrole, on divise par deux. C'est-à-dire qu'on va être sur du 6-7%, ce qui est très bien vu le contexte pour les entreprises hors pétrole et autres. Et après, selon le poids des industries pétrolières, énergie, matières premières dans les pays, on monte à 12, 13, 14 ou 20. Donc ces secteurs-là, nous, on est investi dessus et on pense qu'il faut continuer à être. Alors effectivement, c'est des titres qui souvent sont sur leur point haut. Donc si on n'est pas dedans, ça peut être compliqué d'y rentrer. Mais ça le sera probablement encore plus demain ou après-demain. Donc nous, on a mis en avant des dossiers comme Equinor, par exemple, qui est une société norvégienne qui est partie à 100% sur le gaz naturel liquéfié, donc qui suit à peu près la même ascendance que le pétrole. Et là, il y a des besoins qui sont importants. Bon, je ne vous refais pas le dessin de l'Allemagne, Nord Stream 2, le gaz russe, mais bon, on voit bien que le gaz européen, enfin, on en cherche partout. Là, on a une société européenne qui en produit et qui est déjà branchée sur le continent. Donc, globalement, elle a tous les atouts dans sa manche. Et après, voilà, on a mis aussi évidemment Total, mais on n'a pas voulu non plus empiler toutes les pétrolières les unes sur les autres, parce que, comme le disait Edmund, on n'a pas de boule de cristal, et on sait très bien, on l'a vu, dès qu'il y a des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, donc on souhaite que la paix arrive le plus vite possible, on sait juste que quand il y a juste des pourparlers, avant même que la paix n'arrive, on voit qu'immédiatement, il y a une pression baissière sur tous les investissements matériaux de base et pétrole. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus trop s'exposer parce que déjà, c'est des investissements qui sont très volatiles. Donc, on a mis après des thématiques un peu annexes. Donc, ça, par exemple, Teck Resources, qui est une valeur minière, donc là, qui nous intéresse notamment pour le cuivre. Si on prend, par exemple, il y a des choses dont on est à peu près sûr dans cet environnement qui est globalement très incertain, c'est qu'on va vers une électrification de plus en plus forte de nos économies, notamment sur l'automobile. Il y a un plan, globalement, tous les automobiles ont un plan 2030 pour être quasiment à 100% en électrique. Sauf que partout dans le monde, il y a de la production de cuivre, mais qui est à peine suffisante pour, aujourd'hui, dans l'état actuel de l'économie, répondre à la demande. Et les stocks sont au plus bas. Donc plus on va faire des véhicules électriques, plus on va faire des éoliennes, plus on va consommer de cuivre. Donc ça nous paraît intéressant de se positionner sur un actif comme Teck Resources dans la production de cuivre. Et on sera aussi par exemple sur des dossiers comme Befesa. Là on est plus dans l'économie circulaire. Befesa en fait c'est une industrie qui va récupérer les détritus de ferraille, de cuivre, de zinc pour après les rassembler et le recycler. C'est une entreprise allemande et donc là ils ont notamment un gros plan de développement sur la Chine. Donc voilà des solutions pour, entre guillemets, s'investir sur une thématique qui marche bien. Je pourrais vous citer aussi RWE, qui est une société allemande qui est en train de sortir du nucléaire pour revenir dans les énergies complètement vertes, avec une part de charbon encore importante. Ça, c'est quand même logique. Solaria, dans l'énergie solaire, ça, c'est des Espagnols. Et puis GTT, le méthanier, gaz Technip Transport. Donc on a besoin de méthaniers pour faire venir du gaz d'un peu partout sur la planète. Et donc eux, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils annoncent un nouveau carnet de commandes record avec des nouveaux méthaniers. Donc voilà, ça, cette thématique-là, il nous semble qu'il faille être investi dessus. On vous recommande quand même de diversifier vos investissements et pas rester sur une thématique trop pure, type pétrole, type énergie alternative. Mais ça nous paraît intéressant. Et après, effectivement, il faudra redescendre dans l'industrie, chercher celles qui sont capables de s'en passer. Pricing power, on vous a parlé du luxe.
Ces dernières années, c'était les valeurs phares. Il pouvait se passer, depuis 2016, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse. Le luxe passait toujours, on a surpassé tout. Là, en ce moment, il y a quand même un sujet, il y a des difficultés, le momentum est absent. Il y a un vrai sujet de valorisation. En décembre, sur Hermès, on était monté à 80 fois les bénéfices. Hermès, c'est toujours payé très cher, mais à 80 fois. Bon, en même temps, en décembre, ça ne dérangeait personne. Mais en février, on s'est réveillé, les taux montent et boum, Hermès a descendu. Et pour l'instant, ça ne veut pas s'inverser. Les résultats sont toujours aussi bons. Donc voilà, si vous en avez, nous, on pense que c'est bien. Mais par contre, en termes de pondération, il faut quand même baisser les pondérations en attendant qu'on retrouve véritablement un vrai momentum sur ces titres-là. D'un point de vue opérationnel, rien n'est démenti. Mais juste en ce moment, vous savez, la bourse, c'est une affaire de mode. C'est une affaire... et la mode et puis au luxe. Elle est moyenne, mais je la fais quand même. Luciana, juste pour rebondir sur les conseils de Bertrand, est-ce que vous êtes à l'aise pour mettre du pétrole dans votre portefeuille, ou du moins conseiller du pétrole, sachant que vous êtes aussi experte ESG, donc est-ce qu'on peut avoir du pétrole et concilier un petit peu les critères ESG, notamment liés à l'environnement? Alors c'est une très bonne question, François. C'est pas incompatible, l'ESG et le pétrole. L'ESG, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse extra-financière basée sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, en fait, c'est complémentaire à l'analyse financière classique. Après, les investisseurs qui veulent aller plus loin, ils vont aller vers ce qu'on appelle l'ISR. Il y a beaucoup d'acronymes. C'est l'investissement socialement responsable. Alors, soit vous avez une approche best in class et vous investissez dans tous les secteurs, et le pétrole en fait partie. Donc, vous investissez dans ce secteur-là, mais vous allez choisir les meilleures valeurs en termes ESG. Soit vous avez une approche thématique, et là, vous allez déjà, en fait, vous allez travailler sur votre univers d'investissement parce que vous allez sélectionner plutôt les valeurs dont une large partie du chiffre d'affaires est liée avec la thématique choisie. Alors généralement, on connaît la thématique sur l'eau ou le clean energy, sur les énergies renouvelables ou par exemple sur le social, parce qu'on oublie que dans l'ESG, il n'y a pas que le E, il y a le S et le G. Donc par exemple sur le bien-être au travail. Donc voilà, pour dire c'est pas incompatible. Nous aussi, en termes ESG, on va regarder les valeurs. Alors, juste, Bertrand tout à l'heure a parlé de Total. C'était une valeur intéressante. C'était une valeur qu'on avait mis en avant, qui est notée 7 trèfles. Alors, c'est en fonction de notre analyse sur l'ESG. Maintenant, Total... C'est vous qui faites votre propre analyse. Alors, non, là aussi. En fait, on a la chance, chez BNP Paribas, de se reposer sur la recherche ESG du groupe, enfin de la société de gestion, BNP Paribas Asset Management, qui a une expertise depuis plus de 20 ans sur le sujet, donc c'est pas depuis hier en fait. Ils vont vraiment récolter des données sur le pilier du E, du S et du G. Ils vont aussi rencontrer les entreprises. Donc c'est ça qui va leur permettre d'affiner leur note ESG, qui est une note de 0 à 100. Ensuite, on a considéré chez BNP Paribas que pour une clientèle privée, il était plus simple de ramener cette notation, cette échelle de notation de 0 à 10 trèfles, d'avoir aussi une méthodologie propre sur les fonds et les ETF. Comme ça, un portefeuille de clients qui est composé de titres de fonds et d'ETF, on est en capacité de donner une notation moyenne en termes ESG. Voilà, donc c'est ça que ça permet. Donc voilà, juste pour revenir sur notre Total. Total est exposé en Russie, donc on n'a pas souhaité, enfin on a considéré à un moment donné, juste un petit peu après l'invasion de l'Ukraine, que ça allait avoir un coût pour Total s'il se retirait de la Russie. Donc et la tendance à ce moment-là boursière était mauvaise. Donc on est passé à l'allègement. Et là, pour tout vous dire, on a eu notre comité d'investissement cet après-midi et on est en phase de réflexion parce que on voit aussi que Total a mené aussi une communication et est en train aussi, vous le savez aussi, d'investir des milliards sur les énergies renouvelables et notamment sur le solaire. Donc on va essayer vraiment de regarder les arguments pour voir si, parce qu'on l'a bien vu que la tendance était repartie à la hausse sur la bourse, pour revenir sur Total. Évidemment, je terminerai sur les énergies renouvelables. Évidemment, c'est un secteur intéressant quand on est sur l'ESG.
C'est un secteur parce qu'on se dit que surtout si on faut réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe, il faut développer, faut encourager les énergies renouvelables. Malheureusement, tout le monde sait aussi que on ne peut pas switcher les modèles industriels comme ça du jour au lendemain qui fonctionnaient avec du gaz et du pétrole et qui ne peuvent pas fonctionner avec des énergies renouvelables. Donc c'est un travail, j'allais dire, de long terme aussi à avoir avec les industriels, mais le train est en marche et d'un point de vue boursier, c'est intéressant quand même d'aller sur ces thématiques qui avaient été extrêmement jouées en 2020, qui ont rendu un peu en 2021 et là qui repartent un peu, mais il est encore un peu tôt pour se dire qu'on a une thématique, donc on a plusieurs, vous connaissez le solaire, il y a l'éolien, terrestre, maritime, il y a l'hydrogène. Donc voilà, on pourra aller en plus en détail si vous le souhaitez. Je reviens vers vous, Edmund. Les taux d'intérêt, vous avez expliqué tout à l'heure que les banquiers centraux ils étaient un peu impuissants face à cette inflation. Il n'empêche, ils augmentent leurs taux. Pour vous, cette hausse de taux, elle peut aller jusqu'où, sachant que pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Quand est-ce qu'on verra un optimum ? Je pense qu'en Europe, on ne risque pas grand-chose. Je pense que la BCE va augmenter le taux d'intérêt court terme jusqu'à peut-être 1%, pas plus. Donc, toujours assez faible. Mais il faut dire que la croissance économique à long terme en Europe reste quand même assez faible. Donc, c'est quand même normal. Aux États-Unis, autre chose. Parce que là, on a une autre problématique que confronte la Réserve fédérale en ce moment, et c'est les augmentations de salaire qui restent quand même importantes, qui reste aussi un moteur important du taux d'inflation aux États-Unis. Donc c'est une problématique qu'on n'a pas vraiment en Europe pour l'instant, mais on a quand même aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est pour cette raison qu'on considère que la Réserve fédérale aux États-Unis va quand même augmenter le taux directeur jusqu'à quasiment 3% ou 2,75% d'ici mi-2023. Donc on va être pas loin de 3% en 12 mois. Donc, cette hausse de taux, elle va s'accompagner aussi d'un retrait de liquidité. Pour vous, ça peut avoir quel impact ? Oui, je pense que ça peut avoir un impact. Ce qui vous inquiète le plus, c'est la hausse de taux ou c'est le retrait de liquidité c'est après des années d'injection ? Parce que je pense qu'à un moment donné, si le taux d'inflation redescend aux États-Unis, à un moment donné, peut-être plus tard cette année, la Réserve fédérale peut-être va commencer à dire « OK, on serre la politique monétaire, mais peut-être on peut se calmer maintenant un peu parce que le taux d'inflation en net baisse. C'est ça qu'on souhaitait. C'est très bien. Bon, on va toujours augmenter le taux d'intérêt. On va resserrer toujours la politique monétaire, mais peut-être on ne va pas accélérer. On peut se calmer un peu. C'est ça qu'on attend. C'est ça qui va être une bonne nouvelle, enfin, pour les marchés actions. Et l'autre bonne nouvelle, c'est peut-être la fin des taux négatifs. Est-ce que pour vous, c'était... Oui, surtout pour les banques. Non, surtout pour les banques en Europe. Parce que honnêtement, l'idée d'avoir un taux négatif, un taux de dépôt négatif, au moment qu'on a un taux d'inflation à 8%, ça n'a aucun sens en Europe. Et surtout pour les banques, parce que pour les banques de détail comme nous, ça représente quand même un impôt supplémentaire à payer à la BCE pour tous les dépôts. Donc si on repasse à zéro, ça va être normalement très positif pour la rentabilité des banques de détail dans la zone euro, comme la BNP, comme Société Générale et autres. Bertrand, vous partagez, il faut ce point de vue, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui avoir des banques en portefeuille, après quand même des années de vaches maigres. Oui, on a des taux qui remontent. Alors après, la banque va faire ses bénéfices en faisant la différence entre un taux court et un taux long. Donc on surveille l'écartement taux court-taux long pour les banques. Les assurances, elles, vont être plus sensibles à l'augmentation des taux longs. Donc nous, ce qu'on a mis en portefeuille et ce qu'on conseille d'avoir du côté de l'assurance, c'est les dossiers comme donc des dossiers essentiellement assurance vie. Et on va éviter les assurances qui ont une part trop forte d'assurance risque classique IARD. Donc on va plutôt aller sur des dossiers comme ces deux dossiers hollandais, Aegon et NN. NN, c'est l'ancienne filiale d'ING et Aegon.
Donc voilà, NN, c'est une histoire classique d'assurance vie, donc ça nous paraît intéressant. C'est des dossiers avec des niveaux de valorisation pas forcément élevés, un niveau de dividende qui doit être supérieur à 5% de mémoire. Et puis Aegon, c'est une histoire de restructuration. Et là, ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire à revendre des participations dans des pays où il leur semblait impossible de devenir numéro 1, 2 ou 3. Donc ils cèdent ces participations pour réallouer le capital et notamment en rendre à l'actionnaire. Et couplé à ça, des banques. Donc la dernière qu'on a rentrée, c'est la Caixa, donc une banque espagnole. Ça nous paraît intéressant parce que généralement, les banques espagnoles sont celles qui a levé le plus de dépôts et qui seront le plus sensibles à l'arrêt de ces taux négatifs sur le dépôt. Et globalement, ça peut faire du 5 à 10% minimum de bénéfices en plus pour les banques, rien que sur l'arrêt de ce dépôt négatif. Donc voilà. On considère que voilà, il faut être total des deux entre 10 et 15%. C'est pas non plus une surexposition parce que il y a quand même cette question à laquelle Edmund a répondu non, il n'y aura pas de la récession. Edmund le dit oui, mais le marché reposera la question demain et après-demain et après-demain et après-demain. Donc il reste quand même cette chape de plomb sur des incertitudes sur l'économie qui fait que ça se passe plutôt pas trop mal pour les banques et l'assurance, mais c'est pas non plus une euphorie alors même qu'on a des niveaux de valorisation qui sont pas très élevés, qu'on a un dividende qui est relativement généreux, parce qu'il y a quand même encore des incertitudes. Pour autant, il nous semble que c'est des actifs qui sont intéressants à rentrer en portefeuille. Alors juste attention, parce que là, les actifs qui vont bien, donc matières premières et banques, c'est très volatile, d'où l'importance pour compenser cette volatilité élevée, d'aller mettre des secteurs dans la santé, d'aller chercher, on n'a pas parlé d'agroalimentaire, mais un Nestlé par exemple, c'est très bien, enfin aller chercher 2 ou 3 sociétés ou dans la chimie des Air Liquide ou des lignes 2 qui ont des volatilités basses, qui permettent d'éviter que le portefeuille il prenne des swings dans tous les sens. Et voilà, le marché nous soumet à pas mal d'émotions en ce moment, c'est pas la peine de construire un portefeuille qui soit un véritable roller coaster. Oui. Peut-être un mot là, parce que là, par exemple, on a projeté CaixaBank. Juste pour vous dire, à chaque fois, on met le graphe en relatif, stock 50, et la performance en absolu. Alors pourquoi la différence, parce que nous, on travaille, c'est peut-être un point de méthodologie aussi, nous, on travaille vraiment en relatif. Vous savez, on part d'un univers d'investissement de 2000 valeurs, 1500 valeurs européennes, 500 valeurs américaines. On va cartographier les valeurs en fonction de la phase de marché où elles se trouvent. C'est le modèle BCAP, B pour baisse, C pour controverse, A, accélération, c'est vraiment le cœur de la tendance, du mouvement, et baisse quand ça se retourne. On va focaliser notre attention sur les valeurs qui sont en phase d'accélération et pause, parce qu'on a considéré que c'était le couple rendement-risque le plus intéressant pour les clients. Ensuite, chacun de nous suit un secteur d'activité, donc on va regarder les valeurs donc, qui sont en phase d'accélération et pause, on va regarder les notes d'analyste et on va essayer de comprendre les arguments pour et contre, et on va bâtir un cas d'investissement. Le responsable de secteur va présenter la valeur en comité d'investissement, et puis elle va peut-être passer, elle va être challengée par les autres personnes. Donc voilà, notre travail, ça va surtout être dans chaque secteur, de répertorier les meilleures valeurs de chaque secteur. Donc, il y a ce premier point. Et il y a le point que Bertrand a abordé tout à l'heure, c'était de dire, voilà, il y a les secteurs en ce moment, énergie, matières premières, qui surperforment. Donc, on va être pondéré, vous voyez, peut-être même un petit peu plus. Il y a l'assurance, il y a les télécoms, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a la santé aussi. Donc voilà, ça c'est ce que veut le marché et c'est ce qui se comporte mieux par rapport au marché. En revanche, on l'a un petit peu abordé avec les valeurs de croissance, notamment le luxe. Il y a celles qui étaient nettement à la traîne en début d'année. Donc là, on va vraiment sous-pondérer, on a sous-pondéré les valeurs de croissance, donc luxe et techno. Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est vrai que lorsqu'on regarde les matières premières, le pétrole, la santé, les télécoms, l'énergie, on se rend compte que vous avez une approche, on va dire, value, c'est-à-dire des niveaux de valorisation inférieurs au niveau de valorisation moyen du marché. Aujourd'hui, on a un CAC 40 qui se paye 12 fois les bénéfices. Les valeurs que vous citez, ça va entre 5, 7, 8, voire 10, à peine 11 fois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre la croissance qui est allergique
à la hausse des taux, hein. Mais les valeurs de croissance, on a du mal à les vendre, hein. Enfin, moi, on a beaucoup de lecteurs, nous, chez Investir, qui nous disent les valeurs de croissance, ça fait 10 ans, 15 ans que ça va plutôt bien. C'est là qu'on a les plus belles perspectives de croissance des bénéfices. Est-ce qu'il faut les vendre ? Et psychologiquement, là, en termes de finances comportementales, c'est pas facile de vendre une valeur qui vous a, entre guillemets, porté chance, qui vous a rapporté beaucoup de gains, sur lesquels vous avez potentiellement des belles marques et des belles perspectives. Vous les utilisez si c'est des valeurs tech ou si c'est des valeurs de luxe, vous avez peut-être des vêtements. Et vous êtes attaché à ces valeurs-là. Mais c'est vrai, elles sont allergiques à la hausse des taux d'intérêt. Donc, comment on les choisit ? Finalement, à quel moment il faut savoir qu'il faut les vendre ? Et si on parle de pondération, parce qu'on est là pour construire un portefeuille, est-ce qu'il faut, si on fait le match, parce que les médias aiment bien ça, le match value-croissance, quelle est la poche à accorder à la value et quelle est l'autre poche accordée à la croissance ? Alors, comme il y a, à mon avis, beaucoup de choses, hein. beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire. Je poserai la même question à Bertrand. Voilà, hein. je commencerai et à mon avis, Bertrand va rebondir parce que, évidemment, c'est des sujets qui nous tiennent en haleine depuis un petit moment déjà. Alors, pour remonter, il faut savoir d'où on vient. En 2020, le marché privilégiait vraiment les valeurs de croissance, hein, c'est-à-dire techno, luxe, santé. Et santé, pas les groupes pharmaceutiques dont j'ai parlé, c'était plutôt les valeurs medtech comme Eurofins, Sartorius, Tedim. En 2021, on a vu que la value montrait des signes de surperformance. Donc ça nous a alertés et c'est là la chance d'avoir un modèle robuste. On a commencé à introduire de la value dans les portefeuilles. Et ça, c'est pas facile parce qu'il y a eu quand même beaucoup de faux départs sur la value. Exactement. Mais c'est le principe aussi d'un modèle et d'être rigoureux. C'est quand le modèle aussi, et vous, alors c'est pas juste le modèle aussi, parce qu'on n'est pas un modèle juste quantitatif. On va quand même regarder ce que nous disent les analystes. On va aussi s'appuyer sur les arguments de notre stratégiste. Hein. C'est vraiment important. Et donc, c'est là où on a commencé à introduire de la value. Alors, c'était les banques, c'était l'automobile à cette époque-là. C'était l'énergie aussi, avant même, du coup, l'invasion de l'Ukraine. C'était ces secteurs-là. Et puis après, on a d'autres valeurs value dans chaque secteur. Donc, on est allé remettre un peu de value. Et en 2022, alors là, on a eu une double normalisation, c'est-à-dire à la baisse pour les valeurs de croissance qui ont vraiment fortement baissé et à la hausse pour les valeurs de value, c'est-à-dire on parle de value, c'est les valeurs décotées. Donc là, ça faisait un petit moment qu'on faisait passer ce message de portefeuille équilibré, mais on l'a accentué en ce début d'année. Portefeuille équilibré, ça veut dire quoi ? C'est pas de paris sectoriel marqué, c'est pas de paris non plus trop marqué en termes de value et de croissance. Alors, sur la croissance, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'il a fallu se défaire petit à petit des valeurs sur lesquelles on avait bien gagné notre vie en 2020. Donc c'est d'abord les secteurs de technologie et de luxe. C'est vrai que c'est difficile. Donc en fait, là, ce dont François parlait, en finance comportementale, on appelle ça l'effet de dotation. C'est le fait de tomber amoureux de ces valeurs. Donc ça se fait plus ou moins vite en fonction, j'allais dire, du conseiller, mais aussi du client. En fait, ça se fait à deux. Donc on essaye de passer de surpondéré à pondération en ligne, voire à sous-pondéré. Hein, c'est ce qu'il faut faire, et le plus rapidement possible. En tout cas, le marché nous a mis la pression là-dessus. Il fallait faire ce mouvement. Pour vous donner, on y reviendra peut-être, mais sur les valeurs de technologie, évidemment, c'était les GAFAM, les valeurs de technologie américaines, où il fallait vraiment réduire la voilure. Même les technologies européennes, on a vu des Nordic Semiconductors sur lesquels on avait bien gagné notre vie en 2020, même une ASML qui est en situation de quasi-monopole. Il a fallu vraiment réduire la voilure. Sur le luxe, c'est pareil, une Hermès, une LVMH, vraiment des belles valeurs de luxe. L'idée, c'est pas de ne plus en avoir. Vraiment, c'est ça, c'est de passer de surpondéré à sous-pondéré et d'être prêt au moment où ça repartira, d'être là. Mais pour l'instant, on n'a pas eu des signaux assez forts là-dessus.
Et puis pour donner d'autres exemples aussi sur les valeurs de croissance, tout à l'heure je parlais du secteur de la santé, il y a eu des Sartorius Eurofins, voilà, qui ont connu des baisses très importantes. Donc ça aussi, c'est des valeurs de croissance au sein de différents secteurs. Bertrand, dans un portefeuille, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir 50% value, 50% croissance. Est-ce qu'on arrive un peu à bien préciser pour les épargnants? En fait, dans les secteurs traditionnels de la croissance, ont tous été mis à mal. Et là, on montre un exemple. Donc en bas, on voit Amazon. Donc la ligne en noir, c'est l'évolution du cours. Amazon fait ses derniers points hauts au dernier trimestre 2020 et après, c'est à plat, ça bouge plus trop. Donc quand on a du Amazon en portefeuille, on se dit, elle calme, mais ça paraît pas très grave. Sauf qu'on est en 2020. C'est une année où les indices ont progressé de quasiment 25%. Donc quand vous avez un portefeuille qui, lui, ne progresse pas, une valeur qui ne progresse pas alors que tout le marché monte de 25%, c'est quand même dommage d'avoir immobilisé de l'argent là-dessus. La société est belle, les résultats étaient exceptionnels, ils ont continué à progresser sur le coup. D'un point de vue opérationnel, il n'y a pas de problème. Mais juste à un moment donné, le marché a dit « j'en veux plus ». Voilà. À mon avis, là, il faut être pragmatique. Hein. Si le vent change, il faut adapter la voile et puis il faut se remettre en route. Et donc, du coup, si on regarde la courbe du haut, en relatif, on s'aperçoit que dès le début 2021, on a des signaux. On voit bien que la courbe noire, donc l'évolution du cours, passe sous la moyenne mobile 200 qui elle-même passe négative. Donc, le relatif nous sert à ça, en fait, à nous alerter parce que si on reste sur l'absolu, on peut être victime d'un effet de myopie. On aime bien la boîte. Oh oui, mais c'est pas grave, voilà. Mais quand on le regarde en relatif, on se dit attention, il y a quelque chose qui va pas bien là-dessus. Le marché est en train de préférer autre chose, c'est-à-dire que quand il vend, il va premièrement vendre ça, et quand il achète, c'est pas ça qu'il va acheter en premier. Et on voit que sur Amazon, mais c'est globalement pareil à peu près sur toute la techno, on est toujours dans cette logique-là où le marché continue à mettre la pression. Et malgré le fait que pour certaines, on est déjà sur du moins 30, moins 40, des fois moins 70% sur les points hauts de novembre 2021, on n'a pas de retour en grâce. On n'a pas de retour en grâce. Et donc, ce qu'on surveille, c'est des configurations plutôt comme... peut-être si tu peux mettre... non, alors Nvidia, ça va être un peu... Ouais, Nvidia, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, quoi. Elle vient seulement de connaître une petite... sur la face du haut, voilà, c'est un peu mieux. Donc, il vaut mieux aller... Donc, nous, on a plutôt sorti sur Amazon. On a gardé certaines valeurs de croissance parce que c'est les seuls qui sont capables de générer des 20% de croissance de chiffre d'affaires. Je le répète encore une fois, hein, sur la plupart de ces dossiers-là, on n'a pas eu de démenti de la croissance sur le chiffre d'affaires, de démenti sur la croissance des marges opérationnelles. Tout est resté bon, c'est juste que le marché, à un bon moment, s'en est désintéressé pour aller allouer de l'argent ailleurs. Nvidia nous paraît plutôt pas mal. Et si on peut aller sur un dossier comme... Airbus ou Doenco, par exemple le 13 ou le 14. Regardez les configurations qui nous intéressent. Voilà, vous voyez, c'est les dossiers comme Doenco, là. Donc ça, c'est un acteur. C'est une thématique qui commence à nous plaire et on voit qu'elle est en train de prendre corps dans le marché. C'est le retour à la vie normale. Donc c'est des gens qui sont dans les aéroports, donc qui sont sur les boutiques, gestion des boutiques, et qui vont aussi faire tout ce qui est l'approvisionnement des avions, ce qu'on appelle le catering. C'est des Autrichiens et on les connaît parce qu'en France, ils détiennent les diars. Vous y penserez la prochaine fois que vous y passerez. Vous pouvez faire du soutien de cours. Voilà, donc... Comme tous les acteurs du tourisme, ils sont en train de nous sortir un discours de finalement le retour au chiffre d'affaires de 2019, qui était le dernier point haut qu'on attendait sur 2023, 2024, sera peut-être pour cette année, mais plus probablement sur 2023 que sur 2025. Donc, et on voit que c'est les dossiers qui avaient beaucoup souffert forcément sur 2020, qui sont revenus un petit peu et qui sont en train... Alors, ce n'est pas des ascendances folles, mais on sent bien que c'est les dossiers qui sont dans les starting blocks. Donc, on va rechercher ce type de dossier. Si on voyait demain la techno, plusieurs valeurs technologiques revenir sur ce type de configuration graphique, on serait plus enclin à repondérer ce secteur-là. Mais pour l'instant, on va plutôt... Alors, je n'ai pas de pourcentage en tête, mais oui, c'est plutôt avantage value que croissance. Je ne sais pas, intuitivement, 2 tiers, 1 tiers peut-être. 2 tiers, 1 tiers, d'accord. Et donc pour vous, clairement, c'est encore trop tôt pour revenir sur les valeurs de croissance?
Alors, il faut vraiment les faire une par une, mais pour l'instant, le marché les maintient sous pression, c'est-à-dire c'est les dossiers dans les phases de baisse qui ont tendance à plus baisser et à être moins présentes dans les phases de rebond. Donc voilà, il y a un vote du marché, il faut en prendre acte. Et donc, on peut penser à des Dassault Systèmes qui font partie de nos listes d'investissement, par exemple, à des Apple ou autres. Encore une fois, je le répète, d'un point de vue opérationnel, il n'y a pas de loup, tout va très bien. Mais juste à un moment donné, le marché veut faire autre chose. Donc, réduisez vos pondérations. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle, alors là, pour le coup, on le voit, ça peut être assez sanglant. Hein. Des dossiers qui sont, des secteurs qui sont mis sous pression. Quand à l'intérieur de ce secteur-là, il y en a une société qui fait un profit warning, qui annonce des mauvaises nouvelles, là, c'est moins 10, moins 15, ça peut être... Donc là, c'est pas la peine d'insister, elle est malade pour un moment, celle-là, donc c'est pas la peine d'insister. Mais quand les résultats sont au rendez-vous, réduisez la pondération ligne par ligne et la pondération globale. Luciana, vous voulez rebondir? Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est vrai que sur les secteurs de croissance, techno et luxe, depuis 2 semaines, on constate un petit rebond depuis l'assouplissement aussi des règles strictes qui avaient lieu en Chine. Maintenant, c'est juste une normalisation aussi, en fait. On a eu un mouvement de baisse très fort sur les valeurs de croissance. C'est pour l'instant, pour nous, techniquement, juste un petit sursaut. C'est pas le début d'une tendance haussière. D'accord. On a fait quand même un tour d'horizon assez complet. On est même parti à l'international, en Europe, voire aux États-Unis avec Amazon. On n'a pas encore parlé des valeurs moyennes. Pourtant, on a une cote quand même qui s'enrichit. On a eu quelques introductions en bourse. On vient de vous les citer en préambule. Est-ce que les valeurs moyennes, c'est une classe d'actifs intéressant à travailler dans le contexte actuel, ou vous n'allez pas aborder ce sujet-là parce que vous vous dites, dans une phase de ralentissement économique, attention à la liquidité? Est-ce que ça, c'est un critère que vous surveillez? Quel regard portez-vous sur les valeurs moyennes? Alors, je vais laisser Bertrand, parce que le directeur de Ports en Par Gestion, vraiment spécialiste sur les small et mid. Alors, les valeurs moyennes, petites et valeurs moyennes, donc on considère valeurs moyennes entre 1 et 10 milliards de capitalisation. Et il peut y avoir de la grosse valeur moyenne. 10 milliards, 10 milliards et les small cap, les petites valeurs en dessous d'1 milliard de capitalisation. En fait, on a eu, donc historiquement, c'est les dossiers qui ont des taux de croissance qui sont supérieurs aux taux de croissance des grandes capitalisations. Et ça se reconnaît dans le cours de bourse avec des performances qui sont bien meilleures sur les indices des petites et des moyennes valeurs que sur les grandes valeurs. Il y a un hic comme toujours, c'est que quand ça se passe mal, il peut y avoir un assèchement de la liquidité et en fait, ça peut tomber assez fort. Bon, en même temps, en 2008, ouais, c'est ça, 2008, où les indices reculent de 40 et quelques %. Les mid et les small cap reculent de 45, donc ils n'ont pas non plus reculé de 80. Hein, donc je vous prends l'anus horribilis. Donc oui, ça chute fort, mais ça ne fait pas non plus des trous dans la caisse plus gros que les grandes capitalisations. Mais attention quand même. 2018, ça s'est mal passé sur le dernier trimestre. Et depuis, elles n'ont jamais retrouvé leur leadership. C'est-à-dire que dans les années de rebond de 2019, elles sont restées derrière en termes de performance, derrière les grandes capitalisations. 2020, elles ont fait jeu égal. 2021, grande année de rebond, elles étaient plutôt avec des performances relativement décentes, entre 17 et 20%, mais les grandes capis étaient plutôt sur du 22-25%. Et de manière complètement paradoxale, de manière complètement contre-intuitive, alors que franchement, on n'est pas sur un horizon économique qui est très dégagé. Il y a des sujets quand même avec la guerre en Ukraine, on a l'inflation, on nous parle de récession. On s'aperçoit que du côté des petites et des moyennes capitalisations, on a un retour de performance. Alors, forcément, sur des indices qui sont à moins 12, moins 15, quand on est à moins 8, voilà, pas non plus de quoi sortir le champagne. On aura tout à l'heure quand même. Oui. Mais on voit que ça commence à se faire de plus en plus, toujours soutenu par des croissances qui sont plus fortes que sur les grandes capitalisations, toujours soutenu par des niveaux de valorisation qui sont inférieurs aux grandes capitalisations. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc je le signale parce qu'en plus, c'est une classe d'actifs qui était désertée. Je vous assure que depuis 2019, je scrute de très près les fonds et l'argent qui rentre sur les fonds des moyennes et des valeurs. C'est le désert de Gobi, il n'y a rien du tout, ni chez moi, ni chez les concurrents, il n'y a personne, ça ne collecte pas. Donc en fait, le sujet de liquidité, il faudrait s'en inquiéter s'il y avait eu beaucoup d'argent qui était rentré et qui pouvait sortir, mais là, comme globalement tout est sorti,
c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va l'avoir. C'est-à-dire que si jamais effectivement il y a un déclenchement et qu'il y a un afflux de capitaux, là on va plutôt avoir l'effet positif de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va rentrer sur des capitalisations qui pour l'instant s'échangent à 500, 600 000 euros jour. Donc c'est pas non plus pour toutes des gros ratios de liquidité. Et il n'y a pas de sujet de valorisation élevé. Non, loin s'en faut, parce qu'en plus, voilà, on a quand même pas mal de sociétés industrielles donc, qui historiquement n'ont jamais eu des ratios de valorisation très élevés. Et même dans la techno, ça reste relativement décent. Et de toute façon, ils ont corrigé. Donc on le voit dans ce qu'on vous a proposé. On a GTT qui fait partie des dossiers dans les mid-cap. Qu'est-ce que j'avais noté dans les dossiers qu'on vous a proposés? Il y en a quelques-uns. Il y a Befesa, donc dans le retraitement des métaux. On va avoir Solaria à 4 milliards. Doenco en fait partie aussi. Rexel aussi, si tu veux en parler. Avant de présenter Rexel, peut-être un mot sur l'économie circulaire, qui est quand même une thématique qu'on met vraiment en avant. Et voilà, vous présentez une valeur. Oui, voilà, c'est une thématique qu'on aime beaucoup pour deux raisons, très simples. Déjà, côté ESG, ça marche très bien parce qu'effectivement, si on recycle plus, on répare plus, on réutilise plus de choses, effectivement, on consomme moins de ressources vierges. Donc, pour l'environnement, c'est déjà une bonne chose. Deuxième point important pour les ménages, si on consomme moins, si on réutilise plus, on répare plus, on achète moins, déjà, on fait de l'épargne, de l'épargne. Quand même bien aussi pour les ménages au moment que le taux d'inflation reste très élevé. Donc voilà les deux raisons pour privilégier les thématiques de l'économie circulaire aujourd'hui. Voilà, merci. Alors nous, comme je vous ai dit, on sélectionne les valeurs plutôt en fonction des secteurs, mais dans certains secteurs, il y a des idées intéressantes. On a mis en avant par exemple Befesa, dont Bertrand parlait tout à l'heure. C'est une valeur allemande qui collecte des déchets sur l'aluminium et sur l'acier. On a Smurfit Kappa, qui est une société irlandaise qui fait du carton recyclé, qui présente en plus l'avantage d'avoir ses propres ressources forestières. Donc, dans une période où les matières premières s'envolent, ça peut être intéressant. Et dernière valeur, c'est Rexel, une valeur française qui distribue des produits électriques ou qui propose des solutions à l'aide pour la transition énergétique, donc comme les véhicules électriques ou les panneaux photovoltaïques. Donc voilà, c'est mid-cap sur des thématiques bien particulières qui sont innovantes. On a parlé tout à l'heure de l'hydrogène, mais à chaque fois, en fait, on voit aussi que les mid-cap, justement pour se démarquer face aux grandes capitalisations, elles ont besoin d'avoir une avance technologique. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve de manière performante en bourse aussi. Merci beaucoup, Luciana. Je vous propose, si vous voulez bien, de participer maintenant au jeu des questions-réponses. Vous avez déjà été très nombreux et très actifs sur le site. Et donc, je vais essayer de prendre le maximum de questions déjà. Et je vous demanderai de répondre peut-être un peu rapidement, si c'est possible. Alors, d'abord, j'ai une question de Jean-Denis. Quelles sont les causes de la baisse de plus de 12% sur BNP Classique Aqua ? Qui veut prendre le sujet ? Alors, je veux bien parce que c'est ESG. C'est pas plus, ça n'a pas démérité par rapport aux indices mondiaux, parce que BNP Paribas Aqua, pour vous dire, ils sélectionnent les valeurs qui ont attrait à la gestion de l'eau et vraiment la performance elle est en ligne par rapport aux indices. D'accord, merci. J'ai Aliette qui nous demande, merci de nous proposer des secteurs résilients en matière d'action, mais là je pense qu'on a déjà bien répondu. Nous avons Michel, qui est peut-être dans la salle, qui nous pose la question, quelle place pour les ETF et le MONEP, le MONEP ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, dans une stratégie de diversification ? Alors, je veux bien en dire un mot. ETF, ça permet de jouer un secteur si on veut ou une zone géographique. Donc c'est dans le cadre d'une diversification de portefeuille. Voilà. Ensuite, sur le MONEP, on propose, nous, des stratégies de couverture ou de dynamisation du portefeuille. Et au fond de la salle, là, tout là-bas, et Sophie Duval, qui se lève, est responsable du MONEP chez Ports-en-Par. Donc, elle sera ravie de vous donner plus de détails sur nos stratégies MONEP. Nous avons Louis qui se pose beaucoup de questions sur l'or.
Alors, faut-il détenir de l'or papier ou de l'or physique? Première question. Deuxième question, quel est l'or papier le plus proche, c'est-à-dire le moins dérivé de l'or physique? Deuxième question. Troisième question, quelle action mine d'or recommandez-vous? Qui veut répondre d'abord sur l'or? Est-ce que l'or, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Ça résiste beaucoup mieux que les cryptos, en tout cas. Comment? Oui, voilà. Déjà, on a un historique qui dure des milliers d'années et pas 4 ans, 5 ans, comme dans le cas de Bitcoin. Mais honnêtement, c'est vrai actif de diversification. On a vu quand même en 2022 que les actions ont mal marché pour l'instant, les obligations de crédit aussi, mais pour l'instant, surtout en monnaie comme l'euro, l'or est bien performé. Donc je pense que c'est un bon actif de diversification, surtout pendant les périodes d'inflation élevée, comme aujourd'hui. Donc pour moi, ça fonctionne toujours bien et on aime toujours une exposition aux métaux précieux, y compris l'or. Et quand on dit actif de diversification, ça veut dire quoi? Une allocation d'actifs financières. L'or, ça peut représenter quoi? 5% d'un portefeuille concrètement ou... Oui, 5%, pas plus. Hein. D'accord. Voilà, c'est un actif de diversification. Et si on veut investir sur cette thématique, qu'est-ce que vous recommandez pour répondre à Louis? Alors, nous, ça sera plutôt au travers d'ETF, hein, comme Invesco Physical Gold ou Gold Bullion. Maintenant, l'avantage d'un ETF, c'est que vous n'avez pas besoin, enfin contrairement à l'or physique, hein, vous n'avez pas besoin soit de le déposer chez vous ou alors dans une banque. Et puis là aussi, l'ETF vous permet d'investir, j'allais dire, à la virgule près, hein, ce que l'or physique ne vous permet pas. En revanche, sur les entreprises, actuellement, nous, on ne fait pas de recommandations sur les minières. Comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, c'est plus, on va plutôt mettre Tech Resources sur le cuivre et le zinc, Norsk Hydro sur l'aluminium. Voilà, c'est ces matières-là premières qu'on a repérées, mais pas l'or. Très bien. Nous avons Pierre-François qui nous pose des questions. La question suivante, doit-on s'attendre dans cette période compliquée à une plus grande dispersion intrasectorielle ou au contraire à un resserrement entre les différentes valeurs d'un même secteur? Est-ce que ça veut dire concrètement, est-ce que les champions vont être valorisés dans ce contexte à risque ou c'est plutôt une allocation sectorielle et on vend tout le secteur de la tech qu'on a pu observer par exemple quelle est votre approche? Alors, resserrement ou dispersion? On s'est quand même fait bien balloter, hein, on est entre nous depuis novembre. Donc nous, il nous semble qu'il faille prendre plusieurs points d'appui et donc avoir une diversification. C'est-à-dire que concrètement parlant, j'en parlais encore ce matin avec l'équipe, là où on avait plutôt, je sais pas, 26, 27 valeurs en portefeuille, on en a plutôt 32 aujourd'hui. On a réduit les pondérations là où on s'est laissé porter très longtemps à des 6, 7, des fois plus 6-7% dans le portefeuille sur des dossiers qui étaient bien orientés, type luxe, type ASML ou autre. On a réduit nos pondérations et même sur les dossiers qui aujourd'hui ont vraiment le vent en poupe, je ne sais pas, on parlait d'Equinor tout à l'heure. Voilà, on ne remonte pas à ces niveaux de 7% parce qu'on voit bien que le marché, il y a quand même... Alors, la volatilité sur le marché action n'est pas très élevée. Pour autant, ça peut se réveiller très rapidement sur un titre et s'il y a un problème, il y a des sanctions qui sont quand même assez vives. Donc on veut se prémunir, éviter d'exposer les portefeuilles à ce type de sanctions. Donc on va plutôt chercher à se diversifier. Les deux thématiques nouvelles entre guillemets qu'on voit, c'est le côté énergie alternative qui est en train de prendre corps. Mais on le voit sur, alors quand je dis ça, c'est l'éolien, c'est l'hydrogène aussi, c'est le solaire, l'hydroélectrique. Donc elles ont à peu près toutes le même comportement. Maintenant, ce n'est pas des sociétés qui sont au même stade de maturité industrielle. Certaines sont encore en train d'investir avec des résultats opérationnels négatifs. Donc il faut véritablement sélectionner. La hausse du cuivre pèse plus sur une éolienne et a assez peu d'impact sur les champs de panneaux solaires. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc voilà, il y a des thématiques comme ça et le retour à la vie avec des Dow & Co ou avec des Airbus ou des Vinci avec les logiques aéroportuaires. Donc ça, mais qui sont seulement naissantes. Donc quand on aura véritablement des tendances qui vont renaître, on pourra repousser notre avantage. 2020, de manière paradoxale, était plus facile à gérer. Parce que 2020, on prend un coup sur la tête avec le Covid où tout s'écroule de 40% en 2 semaines.
Derrière, ça repart, et quand ça repart, on voit rapidement les tendances. Le luxe, la techno, il faut travailler à la maison, et les medtech. Et le reste, c'était pas la peine d'insister. On avait des portefeuilles qui étaient focalisés là-dessus. On avait 30-40% de techno dans les portefeuilles. Là, on avait des tendances fortes, c'était poussé, c'était validé et revalidé trimestre après trimestre. C'était somme toute assez facile. Là, cette année, ça reste compliqué, donc il faut vraiment se diversifier en attendant qu'on arrive à identifier. Et là, pour l'instant, notre modèle, voilà, il y a les deux thématiques là. Il y a une thématique transsectorielle qui est les mid-cap. On voit bien que là, dans celles qui sont en train de taper à la porte pour venir rentrer dans les phases d'accélération, c'est majoritairement des mid-cap qui apparaissent. L'indice small-cap, il est un peu en retrait, mais parce que malheureusement pour lui, il est souvent bourré de biotech qui sont... c'est une catastrophe en ce moment. Mais derrière, une fois qu'on enlève ça, on s'aperçoit qu'il y a des bons candidats. Et donc, on attend des confirmations pour véritablement pousser notre avantage et véritablement vous dire, OK, là, c'est vraiment parti. Allez-y sur les mid et les small, allez-y sur le retour à la vie normale, allez-y sur l'alternatif. Et peut-être que celles-là, elles vont se faner, hein, que c'est une autre qui va arriver. Donc pour l'instant, on est dans ce mode, il y a une maturation, il y a quelque chose, et on attend d'y voir plus clair pour véritablement pousser notre avantage. Et aujourd'hui, parce que là, je rebondis sur ce que vous venez de dire, en parlant de pondération, vous estimez qu'il faut avoir à peu près combien de valeurs aujourd'hui en portefeuille ? Je vous dis, nous, on est entre aux alentours de 30, 25, 30, plus proche de 30 que de 25 en ce moment, mais c'est plus, enfin, c'est pas mathématique, hein, c'est plus la marque de nos hésitations et notre volonté de protéger le capital issue d'une formule mathématique. C'est un point intéressant parce qu'en gestion sous mandat, le gérant prend les décisions à la place du client. Et donc, lui, enfin, le gérant va vraiment diversifier le portefeuille avec 30-35 paris. Nous, justement, en gestion conseillée, tout l'accompagnement qu'on a avec les clients, c'est d'essayer vraiment de diversifier parce que généralement, les clients ont envie d'avoir des paris importants en portefeuille. Et ce qu'on essaye de montrer aussi, enfin, si on grossit le trait, c'est qu'un investissement qui représente 20% du portefeuille, après, quand ça se passe mal, c'est très difficile à rattraper. Donc c'est vrai que ce point de la diversification, il paraît comme ça simple, mais il est très important dans l'explication de la performance d'un portefeuille. Là, on a passé beaucoup de temps sur les recommandations sectorielles, actions. C'est vrai que c'est important hein, pour comprendre la performance d'un portefeuille, mais il ne faut pas sous-estimer les piliers qui sont la construction de portefeuille et la gestion des positions. Ça, je voulais vraiment insister parce que c'est, j'allais dire, la différence entre gestion conseillée et gestion sous mandat. Gestion sous mandat, voilà, le gérant fait. Et pour la gestion conseillée, le client décide, mais on essaye justement, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, d'accompagner sur cette partie-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Nous avons encore un petit peu de temps. Oui, monsieur. Et après, tout au fond. Bonsoir. Oui, je voulais vous parler du secteur des télécoms dont vous avez fait mention au début. Est-ce que vous le classez à l'heure actuelle en value ou en croissance ? Et deuxièmement, vous avez parlé de Télé2, Nordique, des marchés où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Est-ce que, d'après vous, c'est valable uniquement dans des marchés où il y a peu de concurrence ou est-ce que les télécoms peuvent revenir en grâce quand même à titre général ? D'accord. Merci. Alors, sur les télécoms, c'est vrai. De toute façon, value, croissance, j'allais dire, c'est vraiment qu'une question de définition. Alors, on pourrait dire que c'est value parce que c'est quand même depuis un moment des côtés, en fait, hein, ces secteurs-là. Maintenant, nous, on a fait le choix, en fait, dans les valeurs de ce secteur, il y avait Orange, hein, par exemple, qui ressortait. Mais on n'a pas voulu y aller parce qu'on considère qu'en France, il y a une concurrence assez forte. Et donc, dans une concurrence forte, c'est difficile de faire passer des hausses de prix. Les Français sont moins friands que les Suédois de petites offres complémentaires en termes de télécom. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de Télé2. Maintenant, de manière générale, hein, c'est vrai que les télécoms offrent une visibilité financière. Hein. C'est vrai que par le passé, les télécoms, hein, c'était vraiment le secteur par excellence, avec des rendements attractifs. On n'en a pas parlé pour Télé2, mais alors, ils ont versé leurs dividendes il n'y a pas longtemps, c'était quand même 5%, donc ça reste intéressant.
Il y avait une question tout au fond. Oui, Bonsoir. concernant le secteur des technologies, elles étaient surcotées en réalité par rapport aux conditions qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Là, elles viennent de connaître une baisse assez forte, hein, c'est ce que vous expliquiez. À votre avis, parce que ces valeurs technologiques, de toute façon, elles vont repartir mécaniquement puisque les entreprises vont continuer à investir dans leur transformation digitale. Je ne parle pas non plus des sujets en matière de cybersécurité, etc. Donc, tôt ou tard, elles vont repartir. Quand pensez-vous que le point bas sera atteint pour pouvoir re-rentrer dans ces valeurs? Tu veux dire Bertrand, quel timing? Edmund n'a pas de boule de cristal et c'est pas parce que c'est moi qui lui ai volé, donc ça reste compliqué. Mais on surveille ça de très près parce que on partage complètement votre avis. D'un point de vue opérationnel, c'est des sociétés qui continuent à enregistrer de la croissance. Et si on prend des sociétés qui sont présentes sur le cloud comme Microsoft, comme Amazon ou comme Google Alphabet, je veux dire, ça va continuer. Elles ont un avantage, enfin elles ont creusé un fossé et plus personne ne pourra les rattraper. Si on prend OVH là, qui est rentré en bourse dernièrement, voilà, ils feront une 4e ou une 5e place en Europe, mais loin derrière les 3 géants. Et donc, et en plus, ils sont bourrés de cash. Donc, les taux qui remontent, d'un point de vue opérationnel, ne vont pas les handicaper. Ils ont toujours la capacité à créer des investissements. Et pour la plupart, ils ont en plus en gestation plein de produits et services en laboratoire qui n'attendent que de sortir. À un moment donné, on les verra probablement arriver sur l'assurance des voitures, l'assurance des personnes. Vous utilisez tous Waze. Bon, Google sait si vous roulez bien ou pas, quoi. S'il repère régulièrement du 200-240, il se doute bien que voilà, il y a et il sait que vous n'êtes pas dans le TGV à ce moment-là. Hein. Il sait que vous êtes sur l'autoroute. Hein. Donc on va les voir arriver sur pas mal donc ils ont des taux de croissance énormes. Et ils ont un potentiel encore énorme. Mais pour l'instant, ça ne veut pas. On est revenu sur des niveaux de valorisation moyens. Mais de la même manière qu'on était allé sur moyenne plus 2 écarts types, il n'est pas impossible que le marché ne les fasse redémarrer qu'après avoir fait moyenne moins 2 écarts types. Donc, je pense que le gros du travail est fait. Enfin, le pire, quand même, est derrière nous pour certaines. Mais pour l'instant, ça reste compliqué. Et on en voit encore assez peu dans ces phases de controverse. Vous savez, c'est après la baisse, ce moment où la société essaye de poser une base pour enfin repartir. On commence à le voir apparaître sur certaines. Nvidia, c'était le cas, mais ce n'est pas encore très franc. Donc on surveille parce qu'on sait bien que dès que ça reviendra, il faudra revenir dessus. Et ça a été un crève-cœur pour nous de vendre des Amazon, de réduire sur des Google ou sur des Google Alphabet ou autres, mais voilà, il fallait faire de la place pour des dossiers plus dans l'air du temps, qui protégeaient mieux les portefeuilles. Mais oui, il faudra savoir revenir sur de la techno. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt et le timing, je ne peux pas vous dire, je suis désolé. Par contre, quand ça viendra, oui, ça, comptez sur nous, on sera au rendez-vous. Une autre question? Oui, monsieur. On vous apporte le micro. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas beaucoup parlé du secteur du bâtiment et des infrastructures. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bâtiment, et je repose d'abord une question à vous, Edmund, sur les plans de relance, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans les années passées des plans de relance. On devait faciliter la construction, les infrastructures. On n'en parle plus du tout. Où est passé l'argent, Edmund? C'est l'Europe, ça prend du temps. Comme d'habitude. D'accord. Mais c'est vrai que les pays vont quand même commencer à dépenser de l'argent cette année en 2023. Et sur l'infrastructure, moi, je suis très positif pour une simple raison. Pendant les périodes d'inflation élevée comme aujourd'hui, les actifs réels comme l'infrastructure, l'immobilier et bien sûr les matières premières performent tous les trois très bien et surperforment les autres marchés. Donc, j'aime de nature, vu le fait que je pense que le taux d'inflation va rester au-dessus de 2% depuis très longtemps, j'aime toujours l'infrastructure. Après, quel type d'infrastructure? Allez en détail. Bien sûr, tout ce qui est lié à l'énergie. Parce qu'effectivement, on avait un sous-investissement dans toute forme d'énergie, toute la génération d'énergie fossile, renouvelable, tout depuis longtemps. Et donc maintenant, il faut rattraper
cet sous-investissement. Donc effectivement, avec le plan de relance, on va utiliser cet argent pour rattraper. Donc normalement, ça devrait être porteur pour les sociétés d'infrastructure, notamment de bâtiments de construction et autres, parce qu'il faut quand même construire beaucoup de capacités pour produire de l'énergie dans les prochaines années. Voilà. Bertrand, Luciana, est-ce que vous avez des idées pour jouer ce secteur? Alors, on a des idées, mais pour rien vous cacher, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on a mis, par exemple, Vinci, c'est une des meilleures valeurs, j'allais dire, qui s'en sort bien en termes, boursièrement parlant. Mais Vinci, on le sait, hein, c'est la construction, c'est l'infrastructure, c'est les concessions aussi, donc c'est différentes choses. Mais Vinci, en tout cas, est un bon exemple. On avait Sika. Tout à l'heure, quand on parlait du pricing power pour lutter contre l'inflation, Sika, c'est une valeur suisse qui a vraiment du pricing power parce qu'ils sont sur des produits à forte valeur ajoutée dans les matériaux de construction. Et malheureusement, là, pour l'instant, la tendance, elle est pas là. Elle n'est pas au rendez-vous. Donc, tu as cité Edmund Plus, les infrastructures en Europe. On a voulu aussi profiter des plans d'infrastructures gigantesques qui avaient lieu aux États-Unis. Donc, on avait mis en avant la valeur Johnson Controls International. Et là, c'est plus compliqué. Là aussi, le 15 mars, ils avaient confirmé leur perspective sur l'année. Et finalement, aux États-Unis, les entreprises font face à des hausses de salaire et ont quand même du mal à maintenir leur marge élevée. Donc voilà. Donc j'allais dire c'est un secteur, mais c'est pas qui semble comme ça intéressant sur le papier, mais qui est pas si simple que ça à jouer. On l'a pas en tout cas de manière pure, j'allais dire. Bertrand. Nous, dans les fonds mid et small cap, on avait des concurrents de Sika, des Steiko qui sont dans l'isolation à partir de laine de bois, et donc ça marchait très bien jusqu'au moment où augmentation sur les taux, et ça a mis un peu de pression sur le secteur de la construction. On l'a vu aussi, on surveille de près, on a des positions sur Recticel, c'est une société belge pareil qui faisait à la fois ce qu'on appelle du floating, des matériaux d'isolation et des matelas. Bon, ils sont séparés de la division matelas, donc c'est plus pur, c'est plus facile à lire. Là, il y a, c'est un peu des configurations à la Vinci, c'est pas mal, mais c'est pas encore complètement éblouissant. Par contre, une société qui est en train de revenir en grâce, c'est SPI, qui commence à aller un peu mieux, réengranger des contrats. Et là, effectivement, c'est tout ce qui est des logiques liées à l'infrastructure. Donc, mais encore une fois, c'est compliqué en ce moment ce secteur de l'industrie parce que en sous-jacent, il y a cette question de les intrants sont de plus en plus chers. Donc, comment je suis capable de faire face? En Europe, c'est plutôt un problème matière première. Aux États-Unis, il y a matière première et main-d'œuvre. Eh bien, merci à tous les trois. Merci en tout cas pour vos nombreuses questions, à la fois sur le site et dans la salle. Fin 2020, Ports en Part a mis en place une offre unique qui permet aux clients actionnaires dirigeants qui viennent de céder leur titre de participation d'investir directement dans l'économie réelle, et ce dans le cadre du dispositif fiscal particulier dit de l'apport-cession. En 2022, Ports en Part a souhaité étendre l'innovation et propose désormais avec l'offre actionnaire à tout investisseur souhaitant s'engager aux côtés des entrepreneurs d'investir directement au capital de sociétés européennes dans le cadre d'introduction en bourse ou d'augmentation de capital. Vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. Le marché était assez simple. Une fois qu'on avait compris... Les mois de cette année n'auront pas été de tout repos. Vous êtes le président d'Offmat Green. Nous sommes très heureux d'être présents à Patrimonia. Et Frédéric Biraud, merci d'être avec nous. Merci, bonjour.
investissez en bourse. Entrez en salle des marchés. Ports en Part vous guide. Bénéficiez d'une plateforme de Ports en Part. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue. De manière Ports en générale, Part, on va faire des enquêtes internes et puis il va y avoir des enquêtes, j'imagine, de l'autorité.